Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Bolter, le podcast qui vous parle de Warhammer 40 000. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouvel épisode pour vous parler de cet univers si terrible mais ô combien passionnant dont on ne se lasse jamais de parler tant ces histoires sont captivantes. Je serai évidemment accompagné de mon vieux gars dans cette tâche fastidieuse, mon dude, Goth. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, et toi Sam ? Par cette journée pluvieuse. Dublinoise, voilà, totalement banale, ça va très très bien et j'ai tellement hâte de parler du sujet d'aujourd'hui. Et avant qu'on attaque ça, si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous et mettez la cloche. La grosse cloche. Immédiatement, mettez cette bonne vieille cloche. Et si vous nous écoutez en audio, surtout n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles parce que ça nous ferait tellement plaisir. Mais oui, mais tellement ça nous ferait chaud au cœur. Et que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, n'importe quelle plateforme, pour que vous puissiez nous témoigner votre amour. Alors le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est, je dois bien le reconnaître, le sujet de la mauvaise foi. Et oui, j'assume, j'en ai rien à faire, j'ai pas peur moi. Parce que oui, je vais vous parler ni plus ni moins de la meilleure faction, la plus sexy, la plus cool et accessoirement mon main. Mais ça, c'est anecdotique. Donc évidemment, je vais vous parler de l'Adeptus Mechanicus. Et t'es d'accord avec ce que je dis que c'est la meilleure faction ? Oui, je sais que de toute façon tu vas être d'une mauvaise foi terrible pendant tout cet épisode, mais je ne manquerai pas de te rappeler à l'ordre. J'y compte bien. Mais non, mais... Je plaisante, bien entendu. Je présente les sujets de façon... Non, mais je sais que tu seras parfaitement objectif, enfin, autant qu'il est possible que tu le sois. Ouais. Mais surtout avec l'épisode de l'univers de Warhammer 40 000, quoi. C'est ça, et puis en plus, moi, je ferai la même chose pour les Iron Warriors, donc... Oh, mais putain, intérêt, je compte sur toi là-dessus. On est d'accord. Mais en introduction de ce sujet, je tiens à vous partager une petite fanfiction de mon cru et imaginée pour l'occasion, intitulée Vima 0111 011 0 011 01 001 011 001 01 de Skitarii. Ouais, on sait déjà que ça va être l'éclate. La mort et le chaos règnent partout sur le champ de bataille. Une cohorte de Skitarii avance parmi les corps sans vie et les carcasses de véhicules éventrés. Le ciel est noir et rouge à l'horizon, témoignage du bombardement radioactif sur l'ennemi. Celui-ci n'a pas eu l'effet escompté, mais les effets secondaires seront dévastateurs, car la chair est faible. Le technoprêtre, chargé du commandement des corps Skitarii déployés au sol, regarde, juché sur sa barge de combat, l'évolution de la bataille en cours. Il anticipe les mouvements de l'ennemi, et grâce à un flux de données constant, il adapte les protocoles de combat de son infanterie, et celle-ci réagit dans l'instant. Parmi les milliers de Skitarii, l'un d'eux pense. Mais à quoi peut-il penser ? D'autres que les ordres qui lui sont donnés. Il n'est pas censé penser d'ailleurs, il doit juste obéir. Mais peut-être à cause d'un défaut à l'assemblage, Kismet 990 KBM, surnommé Kiki par ses pairs, pense. Il pense à sa machine adorée, trouvée sur un autre champ de bataille, sur une autre planète dans un autre système. Alors que tout n'était que destruction autour de lui, il la trouva. La ramena cachée sous son manteau dans sa cellule de stase, la répara et lui donna même un nom, MX3S Clink. C'était le son de sa voix, elle lui parlait. Elle était petite, mais sa forme rectangulaire et ses bords arrondis lui donnaient une allure robuste. Elle avait un petit bras sur son côté qui, quand Kiki la baissait, la faisait parler. De ses entrailles sortait sa voix mécanique et elle émettait une douce chaleur. De ce qui lui restait encore de partie organique, il en ressentait des sensations étranges à l'évocation de cette belle machine. Quand Kiki sortit de sa torpeur, il constata que son unité s'était éloignée de lui pour se mettre à l'abri d'une salve de tir. Ses pensées intrusives eurent finalement raison de lui. Alors que sa tête s'élevait dans les airs et qu'elle tournoyait sur elle-même, son corps resté au sol s'effondra sur ses genoux. Avant que le flux de données s'interrompe définitivement, il pensa une dernière fois à sa belle MX3S Clink. Voilà. Oh, c'est tellement émouvant. C'est tragique, hein. Et alors, MX3S Clink, c'est quoi comme machine ? Je sais pas trop. Je sais pas si c'est une radio ou si c'est un grippin. Moi, je voyais une espèce de manche-disque. Ah, on sait très bien que ça peut carrément être un grippin. Je sais pas, j'hésitais. Parce qu'un grippin qui fait de la musique... Bah non, mais tu sais, c'est la tension de l'électricité, en fait. Ah quoi. Oui, parce que pour eux, c'est de la musique. Bah oui, c'est ça. Ouais, évidemment. Bah c'est une voix. C'était magnifique. Merci. J'y ai mis tout mon corps, toute mon âme dans ce récit. Et une pensée à Kiki. Kiki le Skitarii. Exactement. Pour comprendre ce que c'est l'Adeptus Mechanicus, il convient de revenir au fondement de leur croyance.
Le culte Mechanicus, qui considère que la connaissance elle-même est la manifestation du divin dans l'univers. L'objet suprême de sa dévotion est donc le Dieu-machine omniscient, un esprit divin omnipotent qui régit toute la technologie, les machines et la connaissance dans la création. Le Dieu-machine, également connu sous le nom d'Omnimessi ou Deus Mechanicus, est l'entité vénérée par les technoprêtres et autres serviteurs de l'Adeptus Mechanicus comme l'incarnation et le dispensateur de toute la connaissance et la technologie de l'univers. Par conséquent, les adeptes du culte Mechanicus croient qu'en chaque machine réside un esprit, l'esprit de la machine. Cette entité est l'extension divine du Dieu-machine que l'on appelle la force motrice. C'est en quelque sorte la matrice permettant le fonctionnement de toute technologie. Donc un peu de fait religieux là pour commencer cet épisode, c'est ça. vraiment Et donc pas mal. si on remonte vraiment, c'est-à-dire que chaque rouage est actionné par le Dieu-machine. Absolument tout. Une vis est actionnée par le Dieu-machine. Et absolument. Oui. Ainsi, le Dieu-machine, l'Omnimessi et la force motrice que vénère l'Adeptus Mechanicus composent les différents aspects de cette trinité. Toute ressemblance avec une religion actuelle ne serait que fortuite, bien entendu. Tout à fait. Tout à fait. On n'est pas là pour ça. Ah non, absolument. non, on va pas vraiment commencer pas. Ouais, clairement. Ouais. Les adeptes du culte Mechanicus sont au 41e millénaire ceux qui détiennent la technologie de l'Imperium. C'est bien simple, les armes comme les lasguns, c'est eux. Les véhicules comme les Rhino ou les Land Raiders, c'est eux. Les armures Astartes, c'est eux. Les légendaires titans, c'est eux. Et même cette vis que tu retrouves après avoir fabriqué ta table Ikea et que tu te demandes à quel point elle était importante pour sa solidité, c'est eux aussi. Oh, c'est tout eux. C'est bien simple, pour toute pièce mécanique, tu peux être certain qu'une main huileuse de technoprêtre est passée par là. C'est depuis leur monde forge que les adeptes du dieu-machine conçoivent, réparent et vénèrent leurs machines. Le plus connu étant évidemment celui de Mars. Ces planètes sont entièrement dédiées à la production industrielle dont les manufactorums colossaux peuvent s'étendre sur des espaces grands comme des continents. L'air, s'il n'est pas rendu inexistant, est rendu irrespirable en raison des immenses cheminées qui crachent les émanations toxiques de ces usines gargantuesques. Tu parlais dans ton magnifique épisode d'ailleurs, Goth, Horus, de ceux qui remettent en cause le changement climatique. Oui, ouais. Bien sûr. D'ailleurs, cet épisode... Ah ouais, moi aussi c'est mon préféré, c'est marrant que tu dises ça. Ah mais absolument, ouais, j'ai imprimé la vignette et je l'ai mise dans mon portefeuille. Moi c'est mon fond d'écran. Nickel. Eh bien, concernant ce réchauffement climatique, et les partisans, les deniers du réchauffement climatique, qu'on raillait la dernière fois, eh bien, l'Adeptus Mechanicus, lui, ne le remet pas du tout en question. Mais ce n'est clairement pas sa préoccupation. Car pour celui-ci, il faut dépasser le stade de la chair pour se tourner tout entier vers le culte de la machine, quitte à en devenir une. Bah oui, parce que de toute façon, déjà pour que vraiment le fait que l'air soit irrespirable soit un problème, faudrait déjà avoir des poumons. Effectivement. Et quand on a plus de poumons, plus de problème. C'est beau la vie. N'est-ce pas? Retenons seulement, pour définir ça, le credo de l'Omnimessi. Il n'y a pas de vérité dans la chair, il n'y a que la trahison. Il n'y a pas de force dans la chair, seulement de la faiblesse. Il n'y a pas de constance dans la chair, seulement la décadence. Il n'y a pas de certitude dans la chair, mais la mort. C'est beau. Ok. Et qu'est-ce qu'il pense de la bonne chair? La bonne ripaille. La bonne ripaille. Et qu'est-ce qu'il pense de cette chair-là? Honnêtement, je suis même pas sûr qu'ils mangent quelque chose. Non, je sais pas. À mon avis, ils ont dû se faire enlever leurs estomacs depuis bien longtemps, quoi. Moi, j'imagine bien les mecs du Mechanicus, genre quand ils veulent se faire un petit gueuleton, tu vois, ils se mettent une clé USB quelque part, ils font c'est bon. Ah ouais, petite mise à jour là. Oh, quel cru. Ah ouais, eux, quand il y a une mise à jour, ils kiffent. Ah, ils sont contents, tu vois. Ah, c'est clair. Par conséquent, que ce soit la nature ou la chair, celle-ci doit s'effacer devant la vénération du grippin. Leurs manufactorums, donc, sont autant d'immenses chaînes de fabrication et d'assemblage que des temples où les technoprêtres prient leur divinité et lui font des offrandes. Leur recherche de la perfection, au sens où les prêtres du Mechanicus l'entendent, s'applique à la transformation de leur corps pour être le plus proche possible de l'idéal mécanique qu'ils convoitent. Pour cela, ils subissent différentes formes d'augmentation cybernétique, de modification génétique et d'amélioration chirurgicale afin de remplacer leur chair, si imparfaite et faible par nature, pour se rapprocher des machines qu'ils vénèrent. Dans des cas extrêmes, comme pour les électroprêtres, cela peut impliquer des préparations électrochirurgicales afin de devenir de véritables conduits de la puissance de la machine. Bon, ils génèrent de l'électricité, quoi. Oui, en gros, ils se mettent des bobines de Tesla au bout des bras, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça le... On va pas non plus tourner autour du pot, quoi. Exactement. En plus de cette dévotion unique au sein de l'Imperium,
Ils sont toujours en recherche de nouvelles découvertes, prenant souvent la forme de STC, ces fameux schémas de construction standard. S'ils apprennent qu'une flotte expéditionnaire se prépare pour aller conformer de nouveaux territoires, donc... Ah non, on parle pas d'invasion, non, ils vont conformer. Conformer, oui. C'est vraiment l'euphémisme du siècle, j'adore ce terme, quoi. Il est à peu près certain que la Detus Mechanicus se joindra à l'aventure pour être les premiers à mettre la main sur des ressources précieuses ou d'anciennes technologies provenant du Moyen-Âge technologique. Il n'est pas rare d'ailleurs que les technoprêtres qui accompagnent les flottes expéditionnaires se disent, une fois arrivés à destination, « Non mais c'est bon les gars, nous on partait devant, nous on va aller par là plutôt. Là où ça brille, c'est mieux. » Bah c'est ça en fait, ils arrivent sur la planète puis ils font... Oh là, ça sent la relique là. Ouais, on va aller chercher. Les gars, venez, il y a de la relique là. Ça sent de la technologie qu'on comprendra jamais. Il y a forcément un grille-pain là-bas. En tout cas, ils ne reculent devant rien pour mettre la main sur de nouvelles technologies, même si cela implique qu'ils ne les comprennent pas et qu'elles finissent dans un entrepôt à rouiller, parce que ouais, ça arrive très souvent malheureusement. Malgré tout, l'Adeptus Mechanicus se soumet aux directives de l'Imperium, même si des fois, certains technoprêtres agissent pour leur propre compte et peuvent mettre en péril l'intégrité d'une mission comme on a pu le voir dans Space Marine 2, notamment, avec le technoprêtre... Ah oui, qui fait un peu trop mumuse avec une tombe Nécron. Ouais, tant qu'à faire, ouais. Alors que tu dis que normalement c'est censé être les garants de la connaissance, ils devraient quand même savoir que faut pas trop s'amuser avec ça quoi. Ouais, mais lui c'était un peu un rogue quoi, il était Ouais, c'est ça, et puis peut-être qu'il y avait une espèce de forme d'arrogance de se dire ouais, mais je vais réussir à maîtriser le truc, non. Dommage pour lui. De plus, ce culte applique une interprétation très rigoriste de ce qu'est le dieu machine. Toute machine étant une manifestation de celui-ci, elle est donc parfaite en l'état. Toute tentative d'amélioration ou même de la démonter pour essayer de la comprendre est une pratique jugée hérétique et est considérée comme une offense faite à son esprit. C'est comme soulever la toge de Jésus pour voir la taille de son engin, quoi. Impensable. Ah ouais, et puis alors le pharos de Jésus... Divin. Ah non, t'as pas le droit de savoir ça. Ah bah non, ça c'est sûr. Bon, évidemment, il y a toujours des petits joyeux de riz comme Belisarius Cole qui lui, ouais, mais lui, si tu veux, c'est un peu le cool guy quoi. C'est vrai que c'est le cool guy. Ouais, voilà, lui, il se dit ouais, moi je peux me le permettre. C'est ça. Par conséquent, l'état de la technologie au 41e millénaire est dans un état déplorable. À cause de ces fiefés dévots qui se refusent à comprendre la technologie qu'ils utilisent par peur de fâcher l'esprit de la machine. Ils ne savent plus comment la réparer, et encore pire, dans certains cas, ils ne savent même plus comment elle marche. Ils la laissent donc toujours en tension, par peur que si elle s'éteigne, ils ne sauront pas la rallumer. Oh, c'est comme quand t'avais une PlayStation et que t'avais pas de carte mémoire. Du coup, tu t'éteins pas ta console parce que tu dis non. Tu sais que moi, j'ai bien dû attendre plusieurs mois avant d'avoir une carte mémoire sur ma PlayStation. Ça devait être horrible. Bah ouais. Elle a dû chauffer, hein, ouais. Parce que... ouais. Du coup, il brûle des cierges et des bâtons d'encens pour apaiser son esprit. Bravo la science. Oui, c'est vrai que ouais, non mais vraiment, le coup des encensoirs, moi j'ai jamais compris quoi. Clair. Enfin, imagine si on faisait pareil à l'heure actuelle quoi. Genre ton ordi démarre pas, et tu fais, ouais super, je vais prendre allez, va chercher l'encens. Non, puis je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûr que la fumée d'encens, qui est quand même une fumée épaisse, soit bonne pour la mécanique. C'est pas terrible du tout. Ça doit encrasser les aérations. Non, c'est très mauvais. Ouais. Pas étonnant que la technologie commence à complètement déconner dans cet univers-là, quoi. Non, en plus, ça demande vraiment beaucoup de travail parce que, notamment moi, c'est un truc ça m'a vraiment fait marrer. Justement, dans Space Marine 2, il y a un hôtel, en fait, où tu vas voir un technoprêtre pour améliorer ton armure et tout ça. Et littéralement, on parle d'un énorme ordinateur autour duquel il y a au bas mot, allez, on va dire 5000 bougies. Donc après, ils ont beaucoup de monde, ils ont des serviteurs, donc t'en as des gars, genre ils sont opérateurs bougies, quoi. C'est ça leur taf. C'est beau. Voilà, pour rien en plus, parce que l'ordinateur, ils s'en foutent qu'il y ait des bougies allumées. Hein. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Non, dans l'Imperium, jamais. Malgré sa décrépitude, l'Adeptus Mechanicus est véritablement un empire dans l'empire. Même si allié à l'Imperium, le Mechanicus possède un pouvoir et une autonomie considérable de par son monopole technologique, son vaste réseau de mondes forges qui se compte par milliers et son système de croyances qui lui est propre. Et il est vieux, très vieux. En effet, avant que celui-ci s'appelle l'Adeptus Mechanicus, le culte Mechanicus donc prédate même la fondation de l'Imperium de l'humanité.
et remonte à l'ère connue du Moyen-Âge technologique, donc entre le 15e millénaire et le 25e millénaire, quoi. Ok. Donc c'est vraiment très très vieux, quoi. L'humanité d'alors était unie sous la bannière de l'expansion galactique et connaissait des avancées technologiques fulgurantes. Mars avait évidemment été terraformé et avait formé une culture et une technologie différente de celle de Terra, spécifique aux conditions de vie à sa surface. Les deux planètes, même si unies dans leur volonté de s'étendre dans la galaxie, n'en demeuraient pas moins distinctes. Puis la longue nuit arriva et l'humanité se retrouva dispersée, isolée et forcée de se débrouiller avec les moyens du bord. Bien sûr, personne ne fut épargné, pas même les habitants de Mars, qui, un peu de la même manière que sur Terra, se divisèrent en clans et se réfugièrent dans des villes ruches et se firent la guerre pendant des générations afin de mettre la main sur les ressources encore disponibles. L'atmosphère si durement obtenue par les premiers habitants se dissipa, laissant la surface de Mars en proie aux radiations des rayons du Soleil. Mars redevint alors la planète aride et stérile qu'elle avait été avant l'arrivée des humains, et les habitants durent se réfugier sous terre et se livrèrent alors à des guerres civiles de l'ampleur de celles que l'on pouvait voir sur Terra, et les innombrables autres mondes que l'humanité avait conquis. En plus de ces guerres fratricides, les techno-adeptes devaient se battre contre toutes sortes de mutants qui peuplaient les territoires dévastés de Mars, et encore plus inquiétant, des intelligences artificielles, les automata, reliques du Moyen-Âge technologique et de la révolte cybernétique, des machines sentientes extrêmement dangereuses. Et qui avaient aussi au passage pété un câble. Ah ouais, c'est marrant là ce fait qu'ils soient obligés de rester sous terre parce que la surface était devenue inhabitable. Moi ça me donne des relents un peu de Metro 2033. Tu vois, j'ai jamais joué, mais oui, je vois, ouais. C'est des jeux absolument formidables. Hein. Les 3, hein, 33, Last Light et Exodus sont vraiment formidables. Et il y a vraiment, ça donne, il y a un peu des vibes de ça, quoi. Ouais. Genre vraiment, voilà, sous terre, on se bat, et quand on va à la surface, bah, on se bat aussi, mais c'est encore plus compliqué parce que il y a des mutants, il y a un peu de ça. Tu vois. Ouais. Déjà, enfin. Pas le choix évidemment parce que de toute façon la surface était toxique et radioactive de toute façon quoi. Et les seuls qui pouvaient prétendre à aller à la surface, c'était ils devaient s'équiper d'un équipement spécial qui était assez il y en avait pas beaucoup quoi. Donc fallait quand même le protéger et en fait c'est de là aussi où leur ferveur religieuse est venue parce qu'ils se sont rendus compte à quel point la technologie était précieuse, tu vois, et qu'il fallait pas la négliger ou la détruire ou quoi que ce soit. Et peut-être un petit peu aussi d'où la chair est faible. Parce Bah que oui, quand t'as une aussi machine, également. c'est vachement plus facile de survivre dans des environnements hostiles. On est d'accord. Avec le temps, ces différents clans de techno-adeptes se fédérèrent sous une organisation, le Mechanicum, avec à sa tête les technoprêtres, les magos et le fabricateur général. Même s'ils ne retrouvèrent jamais leur avancement technologique d'alors, ils lancèrent malgré tout des flottes expéditionnaires et fondèrent alors les premiers mondes forges. Donc ça, c'est même avant l'Imperium, quoi. Donc avant l'unité, avant... Ouais. Ah ouais, ok. Et en fait, ils savaient très bien que les tempêtes warp qui ravageaient la galaxie signifiaient qu'ils ne reverraient jamais leur convoi, mais leur quête de connaissances les poussait malgré tout à tenter le tout pour le tout, et puis qui sait, peut-être qu'un jour, ils pourraient se réunir avec leur précieux monde forge. Ah ouais, donc des grosses bouteilles à la mer en fait. Ah ouais, non mais des bouteilles à la mer qui valent des milliards quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça par contre, je trouve ça vraiment impressionnant quoi dans l'histoire du Mechanicum quoi, que le fait que les mecs ils envoyaient quand même des flottes expéditionnaires, ils disaient ouais, peut-être qu'on entendra parler, peut-être pas. Ouais. Bon, il y a une éclaircie là, allez, on tente notre chance. Après, au bout de plusieurs milliers d'années à vivre sous terre et tout, au bout d'un moment, tu te raccroches à n'importe quoi et tu te dis, bah, tu sais quoi, vas-y, on le tente. Ouais. Parce que... Ouais, c'est et clair. peut-être avec ce fameux espoir de se dire, ils vont aller ailleurs, ils vont trouver des technologies de ouf, et puis ils vont revenir pour nous sauver, il y a peut-être ça aussi. Hein. Ouais, carrément. Ouais, bah oui, absolument, il y a l'espoir, quoi. Et à peu près au même moment, sur Terra, il y avait un gars qui aimait un peu trop l'or, à mon goût, mais qui était en train de réaliser l'impossible, l'unification de Terra. Ah bah ça nous fait un sacré point commun, parce que nous on aime bien le lore. Oh, petit jeu de mots. N'est-ce pas, t'as vu? Mais t'as un cerveau, toi, mon gars, c'est incroyable, tu m'impressionnes. C'est en 739 du 30e millénaire que l'empereur, parce que oui, c'est bien de lui dont on parle. C'est bien que tu le dises, parce que je me disais, c'était pas clair. Qui est ce fameux gars en or? Bah oui. Qui est alors accompagné de ses tout beaux tout propres Astartes, arriva sur Mars. Il fera une apparition remarquée, c'est le moins que l'on puisse dire, en irradiant l'assemblée de ses pouvoirs psychiques, qui lui sortaient littéralement de partout, un peu comme une mauvaise gastro, mais en plus beau. Imagine, une gastro lumineuse. Ouais, c'est ça. Et donc évidemment, les technoprêtres furent subjugués,
et reconnurent alors en lui l'Omnimessie, l'incarnation du dieu-machine prophétisé par le culte Mechanicus. D'âpres négociations eurent lieu, où l'empereur conclut une alliance plus que généreuse en promettant une autonomie politique au Mechanicum de Mars et au Monde Forge qui seront retrouvés, et également la liberté de pratiquer leur foi. Alors ça, c'est vraiment une grande largesse de l'empereur, quoi. Bah ouais, mais c'était aussi une concession de convenance. Bah oui. Parce qu'il savait très bien que militairement, il avait aucune chance. Genre, annexer Mars, mauvaise idée. Ouais, c'est clair. Les mecs, ils avaient les titans, ils avaient des légions entières de Skitarii. Non, laisse tomber. Ouais, ils étaient déjà... ils étaient plus développés que l'Imperium naissant à ce moment-là, quoi. Ah, mais c'est exactement ça, ouais. Absolument. En échange, ils fourniront donc le matériel nécessaire pour lancer la grande croisade à venir. Le Parlement du Mechanicum ne put refuser une telle offre et le traité de Mars, également connu sous les accords d'Olympus Mons, furent conclus. Ce que l'histoire dit moins, par contre, c'est que l'empereur ne les aurait de toute façon pas laissés refuser, les légions Astartes se tenant prêtes pour un déploiement en cas de refus. Mais ça aurait été dommage pour tout le monde, parce que sans cet accord, pas de grande croisade. Sans la grande croisade, pas d'Horus et son hérésie, et nous, on n'aurait pas tous l'or gigantesque à vous raconter. Ça aurait été vraiment dommage. Et pas de palais. C'était ça que je cherchais. Mais voilà, c'était ça la vanne que tu... Mais oui, mais ah là là. Ah, mais je complète ton script. Mais merci. Non, mais tu sais que je suis allé sur des... tu sais, les sites de répliques. et je cherchais les répliques du commissaire Bialès dans la Cité de la Paix, dans la Cité de la Peur, alors que c'est dans Mission Cléopâtre, c'est ça? Exactement, ouais. Et oui. Ah, c'est bien, tu révèles un peu les coulisses et tout, là. Ah, ça m'énerve. Mais bien joué. Bien joué. L'histoire, comme toujours dans Warhammer 40 000, continue sur des millénaires à venir. Mais bon, là, j'en ai marre de parler du lore. On y reviendra. De toute façon, on aura forcément l'occasion. Oh oui, t'inquiète pas, ouais, quand on va parler des personnages et tout, ouais. Absolument. Mais parce que là, moi, j'ai envie un peu de parler des joujoux de la Adeptus Mechanicus pour finir. Mais c'est vrai qu'en plus, on n'a pas eu l'occasion encore vraiment de... Bah non, mais c'est vrai. Mais là, comme c'est ton main en plus... Bah ouais. On est obligé d'en parler. Évidemment. C'est bien beau, tout ce lore, mais quid de l'armée du Mechanicus? Oui, il s'agit bien d'une bande de nerds encapuchonnés qui aiment tellement leur machine que ça en devient gênant, mais ils ont évidemment des forces armées pour défendre leurs nombreux mondes forges, mais qui servent également dans des conflits de grande ampleur. Parlons des Skitarii, tiens. Bon, alors eux, c'est sûr, ils payent pas de mine avec leur apparence frêle et leurs grands yeux lumineux inexpressifs, mais vous auriez tort de les sous-estimer. Ils sont la force armée cybernétique de l'Adeptus Mechanicus et ne connaissent pas la peur. Leurs actions sont motivées par leur adhésion sans faille au culte Mechanicus, et ils ne battent jamais en retraite, armés de leurs fusils galvaniques ou de leurs tromblons à plasma. Alors les traductions françaises, merci quoi. Ah ouais, c'est ça les plasma colliver, c'est des tromblons à plasma. Ah ouais, mais ouais, tu me dis tromblon, moi je pense à Albert le 5e mousquetaire, mais quoi. Oui, mais tellement... C'est... Ah ouais, dur. Ouais, dur. Est-ce qu'ils mettent des spaghettis dans leurs flingues? Mais tellement quoi. Donc avec leurs fusils galvaniques et leurs tromblons à plasma, ils avancent d'un bloc vers l'ennemi grâce aux impératifs doctrinaires programmés par les technoprêtres. Ils étaient auparavant des humains standards, donc souvent des prisonniers, parfois des clones aussi, ou des opposants politiques. Très mauvaise idée d'être un opposant politique dans Warhammer 40 000. Non, vous m'évitez. Hein. Ouais. Les syndicats non plus. Les syndicats, tu les chefs de syndicats, bam, voilà. Allez hop, Skitarii, pouf. La CGT, boum. Enfin non, la CGTus. Ah oui, l'Adeptus CGTus. L'Adeptus CGTus. Ah, je mords dessus, tiens. Bref. J'en étais où, moi? Donc ils étaient auparavant des humains standards, mais avec les implants cybernétiques forcés dans leur système cérébral, quelques amputations de membres trop organiques aux yeux des techno-adeptes, remplacés par des prothèses métalliques, ils deviennent alors les redoutés légions Skitarii, qui effraient même jusqu'à leurs alliés de la garde impériale, car la question demeure, reste-t-il une humanité encore présente dans ces êtres inexpressifs et fanatisés? Bon là j'en dépeins vraiment un truc genre terrifiant, mais ils sont nuls. Ah, en tabletop ils sont terribles. Hein. En fait c'est ça, c'est que dans le lore ils sont assez badass et tout, mais en réalité... c'est comme tes légionnaires du chaos.
chaos, quoi. C'est comme des cultistes. Ouais, des cultistes. Ils sont voilà. à peu près aussi balèzes que mes cultistes, ce qui fait un peu de la peine parce que Bah ouais. quand tu mets les deux en face, tu dis clairement les Skitari leur mettent une fessée. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, ouais. Bah moi, à chaque fois que je les déploie, tour 2, ils sont plus là. Voilà. Voilà. Mais je dois quand même donner rendre à César ce qui est un Skitari. Wow. C'est quand même alors j'ai pas la traduction française, mais la transuranique arquebuse. Ouais. Ce truc, mais ce truc. Et c'est génial. Ah, c'est fantastique. Ouais. Le mec qui a eu l'idée, ouais, tu sais quoi? On va lui mettre un mousquet de 3 mètres de long avec un trépied. Ouais. Allez, vas-y. Ouais, bonne idée. Ouais, mais ouais. Carrément. Ensuite, parlons un peu des Iron Strider Ballistari. Alors ceux-là, ils sont marrants, pas tant par leur talent sur le terrain, parce que c'est un peu du hit or miss avec eux, enfin surtout du miss en ce qui me concerne. Et t'as le nom français ou pas? Non, j'ai pas regardé pour le coup. C'est une balistrade. une balustrade. Et mais eux, c'est surtout en fait leur particularité anatomique et mécanique qui est marrant avec eux. Enfin bon, si on peut appeler ça marrant. Mais déjà, bon, ce sont des marcheurs bipèdes montés par un Skitari et dirigés par un serviteur qui est littéralement encastré dans les entrailles de la machine. Ah oui. Ouais. Oui, c'est celui où... Ah oui. C'est glauque. Ouais, c'est horrible. Le serviteur aura bien évidemment été amputé de ses bras et de ses jambes afin d'être branché à la machine, et son visage aura été soudé à une interface lui permettant d'analyser le terrain et de faire marcher la bête. Ah. Ouais, hein. Évidemment, il s'agit d'une pièce organique, donc faible, et quand celle-ci ne fonctionne plus, il faut bien la remplacer. Hein. Pas de souci, la Detus Mechanicus compte un nombre infini de pièces de rechange. Est-ce que je viens de comparer un être humain à une pièce de rechange ? Oui, monsieur. Oui, mais ça, de la part du Mechanicus, c'est à peine étonnant. Bah oui, ça c'est clair. Et d'ailleurs, l'Iron Strider, qui en français s'appelle le ferro-échassier Ballistari. Ferro-échassier. Ouais. C'est nul. Il y a beaucoup trop de syllabes. Ouais. Beaucoup trop de syllabes. Ouais. Ah, et puis l'autre truc rigolo aussi sur ces machines, c'est que leur mouvement est perpétuel. Elles ne s'arrêtent jamais de marcher grâce à un système de dynamo. Tu dit ça à l'époque, ouais, c'est vrai que... Et du coup, c'est que ils les mettent dans des roues pour hamster. Ouais, ou des tapis roulants, ça dépend. Des tapis roulants ouais. dans leur vaisseau pour surtout qu'ils s'arrêtent pas. Bah exactement, parce qu'en fait, donc elles ont un système de dynamo qui fait qu'elles n'ont jamais besoin d'être rechargées. Et c'est un technoprète du nom de Aldebrak Ving qui en est à l'origine, mais suite à sa mort ou son assassinat par des collègues, la compréhension du design de la machine fut perdue. Par conséquent, elles ne sont jamais éteintes, par peur de pas pouvoir les rallumer. Et quand les Iron Strider donc ne sont pas déployés sur un champ de bataille, ils sont dans des roues de hamster, effectivement, ouais, voilà. Et il faut jamais lui faire un rythme. C'est juste formidable. Ouais, c'est clair. Et finalement, pour en description d'unité, j'ai trop envie de mentionner les robots Castellan, qui sont quand même super stylés. C'est des machines de guerre colossales qui avancent inlassablement vers l'ennemi. Et elles font à peu près donc 2 fois la taille d'un Space Marine. Donc c'est quand même un beau, un beau bébé, quoi. Ouais, moi je les vois toujours un peu comme des sortes de mini Dreadnought. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu ça, ouais, complètement. Et leur conception remonte à avant la naissance de l'Imperium et sont de fait pourvues de technologies qui ne sont plus comprises de nos jours. C'est tout le temps comme ça. Ouais, non mais c'est ça. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup ça. On sait pas. On sait plus. Ouais. Et puis je sais pas pourquoi, comme à chaque fois, parce que j'ai quand même eu l'occasion de jouer contre toi régulièrement et où tu jouais très souvent le Mechanicus. Et il y a toujours un engine seer en fait derrière pour en gros les contrôler, quoi. Ouais. Et moi j'aime à croire le fait que genre ils sont même pas genre radiocommandés, tu vois, mais ils sont philo-guidés. Tu sais. Le mec il est derrière et t'as les câbles. Tu sais, il fait oh là j'arrive pas là. Il faut qu'il change les piles avant la bataille. Peut-être que je fasse un petit custom et que je change mon. Alors du coup, il s'appelle les compilateurs cybernétiques en français. C'est les Cybernetica Datasmith. Ah, et autant pour moi. Ouais. Mais ce sont des tech priests également. Mais ce serait marrant de lui rajouter une petite console de PlayStation. Ouais. Un truc comme ça. Mais bon, je serais pas assez sûr de moi pour pouvoir faire un petit custom comme ça, mais bon, ce serait rigolo en tout cas. Quoi qu'il en soit, donc, ils sont donc dirigés par des compilateurs cybernétiques qui les programment au moyen de protocoles de combat. Leur rôle est précieux, car s'ils ne sont pas vigilants, les robots continuent à accomplir ce pourquoi ils ont été programmés.
Donc Ouais. ils s'arrêtent jamais en fait. Ils ont un protocole et ils s'y tiennent quoi. Et en fait, c'est notamment à cause de ça que bah des fois à l'issue d'une bataille, en fait, on a retrouvé des robots castellans des mois après qui avaient genre défoncé des villes entières et tout parce que bah on les avait pas dit de s'arrêter quoi. Alors, ils allaient tout droit, du coup, Ouais, ils vont tout droit. Exactement, Ouais. c'est ça. Et ça, par contre, c'est ce que je savais pas dans le lore, c'est que bon, même s'ils appartiennent à l'Adeptus Mechanicus, ils sont itinérants en fait, ils sont pas dans des centres de commandement, c'est un peu des troubadours quoi, à moitié, c'est un peu bizarre quoi. Et en fait, ils répondent pas à la mobilisation de l'Adeptus Mechanicus. C'est d'eux-mêmes en fait ils vont se pointer et ils vont disparaître. C'est un peu bizarre ce truc-là. C'est chelou, quoi. ouais. Ouais. Et ils sont un peu, c'est des itinérants, quoi. Ils se baladent dans la galaxie. Ils ont leur baluchon et tout. Ouais, non, bah ils voilà, ont- leur baluche. Ouais, bon, Leur j'ai essayé de le faire avec un us à la fin, mais non, ça marche pas. Un baluchus. Un baluchus, Mais oui, un tout à fait. baluchus, voilà. Mais donc voilà, et petite mention honorable hein, pour terminer, donc le fameux Onager d'une crawler, les cataphrone. Mais attends, mais d'ailleurs, pour Ouais, revenir vas-y. sur le Onager d'une Crawler, Alors en français, c'est le Onagre des dunes. on va garder Onager d'une Ouais, Crawler. Et c'est... Ouais, peut-être que d'ailleurs c'est peut-être bien de le préciser, mais comme Sam et moi on habite en Irlande, on a repris le jeu en 2022 et donc nous on a les codex, les datasheets, Ouais. les redirects, tout est en anglais, donc on a vraiment plus naturellement les noms anglais quoi. Ouais. Donc ce qui C'est fait ça. que ce que ça fait quand on découvre les noms en français, c'est exactement comme quand t'as commencé à regarder une série en VO et que d'un coup sans faire gaffe, tu mets la VF et tu fais Ouais, c'est pas possible. complètement. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on a tendance à se moquer des noms français parce que bah c'est Ils dur. Ils font poussiéreux un peu, je trouve. Je sais pas. Ouais, c'est ça, Ils c'est fonctionnent difficile. pas. Ouais. Et donc sur le Dune Crawler, apparemment, c'est celui-là justement où, en gros, le réacteur qui fait avancer le véhicule, il émet énormément de radiation, ce Ouais. qui fait qu'au fur et à mesure, en gros, l'équipage il meurt. Ouais, c'est Parce ça. que- Bah en fait, c'est une limite une tumeur en fait le moteur parce que bah, tu le vois à l'arrière en fait, c'est l'espèce de cylindre que tu vois derrière le Onager pardon. Et oui, effectivement, ouais, c'est une radiation sur pattes quoi, ce truc là quoi. Absolument quoi. Et bon évidemment t'as les cataphrone qui sont des serviteurs vissés sur des chenilles Sur des avec chenilles. ouais sur des chenilles Des ouais chenilles. et avec des canons à la place des bras. Ouais. Plutôt stylé. Personnellement, un de mes modèles préférés du Mechanicus. Ouais non il Franchement, est c'est pour ça là pour l'instant t'en as que 3. Je pense que quand on aura 6, ouais ça non va te mais déglinguer. je vais en reprendre 3 breachers parce Ouais. que ouais non carrément. Et comment ne pas nommer le modèle dont tout le monde s'est foutu il y a quelques temps quand il était sorti, le Sidonian Scatros, les chassiers sniper, Ouais. qui est vraiment un drôle de personnage. Ouais, et qui a un pot d'échappement qui lui sort de l'arrière-train. Mais non, c'est faux. Si. Mais non, il sort du sac à dos. Oui, bien sûr, oui. Mais Écoute, et c'est moi qui l'ai quand construit. tu regardes je le sais. modèle, je suis désolé. Oui, enfin bon, ça va. Toi aussi, t'as vu le mime où le truc c'était un butt plug. Ouais, Mais exactement. c'est pas ça. C'est pas ça. Mais bon, par contre, c'est vrai que la figurine elle peut être critiquée par rapport à son dynamisme. Ouais. Parce que tu sais, il est juste planté comme ça. Ouais. Et t'en as, et j'ai vu sur internet des mecs qui ont fait des customs du Sidonian, et du coup il est vachement mieux, où notamment c'est pas des échasses, mais tu sais c'est plus comme des pattes, un peu comme le Iron Strider en fait. Ouais, quoi. voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et il aurait quand même vachement, il mériterait d'être designé quand même ce personnage là, parce qu'il est pas mal, il est cool, et puis il a des stats qui sont intéressantes. Bon, le fait qu'il ait que une attaque et une arme, c'est abusé. Bah ouais, mais Mais, bon, à côté de ça, voilà, c'est un assassin, tu peux pas les tirer dessus de loin, il a l'unoperative. Ouais. Donc, c'est sûr. et puis il a précision aussi. Donc moi, je trouve que par rapport à son design qui fait tellement frêle, Ouais. au final, je trouve qu'il délivre quand même. Ça Ouais. va. Ouais, non, ça va. Mais moi je l'aime bien. En plus, c'est toi qui me l'avais offert. Donc, C'est vrai. Ouais. Comme un troll d'ailleurs. Parce qu'en fait, au final, maintenant, tu le sors à chaque fois. Donc, Ouais. Mais ouais, sinon, pendant l'écriture du sujet, j'ai pas pu m'empêcher j'ai repensé à un vieux film japonais que j'avais vu à l'époque. Je sais pas si tu connais le film Tetsuo. pas du tout. Pas du tout. C'est un film de 1989 qui est réalisé par Shinya Tsukamoto. Et c'est donc Tetsuo the Iron Man.
Et en fait, c'est l'histoire d'un motard qui, suite à un accident de moto, pardon, rentre chez lui et en se rasant, il s'aperçoit qu'il a une protubérance métallique qui lui sort du visage. Et en fait, il commence petit à petit à se transformer en machine. Et c'est un film complètement barjot, complètement hystérique qui va à fond la caisse tout le temps. Et il est extrêmement bruyant parce qu'il y a que des bruits de métal qui tombent pendant les 1 heure que font le film. Ah, ça va être désagréable. Ouais, mais bon, c'est le genre de film qui n'a ni queue ni tête que j'adore regarder, mais ouais, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, parce que je me suis dit, ouais, quelque part, ce gars-là, il aurait bien sa place dans l'Adeptus Mechanicus. Il serait littéralement vénéré, quoi. Parce que c'est un gars qui se transforme en machine de lui-même, quoi, tu vois. Bah, tu sais qu'en parlant de transformer en machine, il y a un truc dont je suis assez surpris que t'aies pas abordé ça, c'est les serviteurs. Parce que les serviteurs, c'est quand même, c'est principalement c'est le Mechanicus qui les crée. C'est vrai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il existe, notamment c'est mais il y a une usine de fabrication de serviteurs qui est présentée aux membres de l'Astra Militarum comme une planète de repos. Voilà. Et genre ils y croient, on leur dit ouais c'est une planète, c'est pour vous allez vous reposer après cette guerre éprouvante. Puis arrivé sur place, ils se retrouvent sur une chaîne d'assemblage. Oh là 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 là. Et ils se font reconditionner. Ils se font reconditionner, implanter des membres cybernétiques et tout ça bien sûr sans anesthésie. Évidemment. Parce que de toute façon le mec il aura son esprit littéralement effacé. Donc pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à l'anesthésie ? C'est vrai. Mais il y avait eu un passage dans un bouquin. J'avais vu ça, c'était dans Adeptus Ridiculus qui en parlait. Ouais. Notamment, il avait lu le passage. Ah oui, cette émission qui fait exactement comme nous. Exactement. Moi, moins bien parce qu'en anglais. Ouais, moi ce que je supporte pas, c'est le plagiat. Vraiment. Et alors là, on est en plein dedans quand même. Hein. Complètement. Non mais, le toupet. Non mais n'importe aucune race. Hein. Mais ouais, non, mais tu sais, il avait lu un passage de je sais pas dans quel bouquin c'est, où il raconte en fait la visite d'une ligne d'assemblage de. Ouais, de je l'ai jamais serviteurs. lu ce bouquin, je sais pas Et c'est horrible. C'est affreux, c'est absolument affreux. Tu sens c'est une froideur. Ouais, et puis tu sens l'odeur de pourriture des cadavres, littéralement, alors que c'est qu'un bouquin, quoi. Et puis surtout le passage, comment est-ce qu'ils habillent, entre guillemets, les serviteurs. C'est littéralement, ouais, il te pose directement sur la peau des plaques de métal encore chaudes. Ouais, c'est ça. Pour que ça prenne bien. Et puis il les ajuste. Oui. Mais sans se prendre la tête, quoi, tu vois. Ouais. C'est assez. Et tu les et les serviteurs, ceux qui vont devenir des serviteurs sont en train de pigner, de pleurer de douleur et tout ça, mais quelle horreur, quoi. Ouais, et sachant que si jamais, en plus, on estime que tu n'es même pas viable pour devenir un serviteur, c'est vrai que déjà t'es mal, hop, broyeur. Ouais. Voilà. Bon, comme ça, au moins. Comme quoi, vraiment, la ressource la plus utilisable au 41e millénaire, ça reste l'être humain. C'est vrai. Et la plus abondante, surtout. Ah bah oui, tu m'étonnes. T'as absolument raison. Ouais, le mot de la fin ? Ah bah moi, j'ai envie de te dire grippin. Allez, Kenavo, les potos. Gros bisous tout le monde, ciao ciao.